Merci de nous rejoindre sur ce programme et surtout votre fidélité nous enchante dans ce programme qui reçoit ce soir Daniel Monanteba, qui est le premier secrétaire général du Parti socialiste, PS en sigle. Bienvenue dans cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très heureux, surtout que c'est ma première participation et mon premier passage sur votre chaîne. Donc la primeur vous revient et tout le mérite aussi. Alors, on est honoré dans ce cas. Voilà, je disais tout à l'heure qu'on va en discuter sur votre position dans l'opposition. Beaucoup ne savent pas si vous appartenez réellement à l'opposition ou vous faites un peu d'amalgame. Les gens ne savent pas exactement où vous situez. Vous êtes dans l'opposition, c'est ça. Vous êtes opposant au régime de Kabila, c'est ça. Absolument, je dis toujours et je le répète, je suis l'un des deux seuls vrais leaders de l'opposition qui restent. Deux seuls vrais leaders. Ouais, qu'est-ce que vous entendez par là? Je sous-entends par là que le seul vrai leader de l'opposition qui était reconnu et reconnu à ce jour, c'était Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, je suis le deuxième. L'un des deux seuls vrais leaders de l'opposition. Vous vous êtes autoproclamé, c'est ça? Non, ce sont les faits qui m'ont proclamé. Ce sont les faits sur le terrain, ce sont les faits de tous les jours, ce sont les réalités auxquelles sont confrontés les Congolais tous les jours. Cela fait un bon moment que je le disais. Au départ, on pensait que c'était juste de la poudre aux yeux, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde se rend de plus en plus compte qu'il n'y avait plus que deux seuls vrais leaders de l'opposition. L'un d'eux est actuellement en convalescence et je suis obligé de tenir la maison, comme on dit. Vraiment? Absolument. Beaucoup diront que vous êtes prétentieux, hein? Oui, mais vous savez, la prétentieux, je ne pense pas. Je suis vrai, je suis réaliste. Moi, je dis toujours la vérité. Et même ceux qui diront un jour qu'il est prétentieux, au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est le cas. Je n'ai pas dit que je suis l'un des deux seuls opposants. J'ai dit que je suis l'un des deux seuls vrais leaders. Parce que des opposants, il y en a. Et Jean-Pierre Bemba dans tout ça? Mais écoutez, je vous dis que l'un des deux est en convalescence, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi, et je tiens la maison, c'est-à-dire que je suis le seul à être resté au Congo. Jean-Pierre Bemba est un vrai leader, mais le problème aussi, c'est que je lui reconnais cette qualité, c'est un vrai leader. Mais un vrai leader a d'abord pour attribut de leadership sa capacité à tenir son camp, à tenir ses troupes. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Si c'est le cas, il ne serait pas là où il est. Okay. Mais je lui reconnais cette qualité. Et nous l'attendons aussi de pied ferme pour qu'il puisse venir enfin retrouver d'abord sa famille, ses amis, son parti, et qu'on puisse continuer cette lutte qu'on a commencée et qu'il a même commencé avant moi. Alors le verdict pourra tomber incessamment parce que l'audition des témoins c'est déjà terminé. Est-ce que vous êtes quand même, vous, de l'opposition, vous êtes quand même prêt à recevoir un de vôtres? Écoutez, nous du Parti socialiste, parce que je n'ai pas dit nous de l'opposition, parce qu'on vous dira, dès qu'on parle d'opposition, selon les intérêts, certains se précipitent à dire que l'opposition est plurielle, dès qu'ils peuvent essayer de s'agripper à une branche pour leurs propres intérêts, je ne dirai pas nous de l'opposition. Je ne parlerai pas au nom de l'opposition, je n'en suis pas je ne suis pas mandaté pour cela. Je suis premier secrétaire national du Parti socialiste et je dirais donc nous du Parti socialiste. Avons confiance, avons foi dans le fait que Jean-Pierre Bemba sera bientôt libre. Pour deux raisons. La première raison, c'est que sans parti pris, sans préférentialisme, nous avons essayé de faire une analyse drastique, une analyse réaliste et non partisane du dossier réel. Et on se rend compte dans ce dossier, n'en déplaise au cacique de la CPI qui s'évertue à dire le contraire, le dossier est creux, totalement vide. Et aujourd'hui, la plus grande difficulté de Jean-Pierre Bemba, selon moi, et selon nous du parti, selon l'analyse qu'on en a faite, ce n'est pas tellement l'incapacité ou la capacité de la CPI à le condamner. Pour nous, la plus grande difficulté à laquelle est confronté Jean-Pierre Bemba, c'est que le dossier étant vide, la CPI étant dans l'obligation de mettre un terme à ce procès. Je suppose qu'on se pose des questions. Comment faire? Si on libère ce monsieur, après 6 ans de sa vie qu'on lui a pris, loin des siens, après 6 ans de sa vie qu'on lui a pris, qui ont fait régresser son parti jusqu'au niveau où il en est, ça demande réparation. Et c'est ça le plus grand problème de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Quelles sont les réparations
qu'il pourrait exiger. Donc aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba pouvait faire une déclaration devant la CPI disant que bon, de toute façon, ce qui s'est passé est enterré, une fois que je sors d'ici, je n'ai pas l'intention de poursuivre qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit, je crois que dans les 3 mois, il serait libre. Mais le problème, c'est qu'il y a une plainte, je pense, qui a été déposée par M. Bemba contre Moreno Ocampo. Et je crois que ça ne l'aidera pas. Mais une chose est sûre, vous savez, tout a une fin. Et je sais que le soleil de Jean-Pierre Bemba va se lever très bientôt. Qu'il tienne bon, nous le soutenons. Je ne soutiens pas Jean-Pierre Bemba, l'homme. Je soutiens Jean-Pierre Bemba, leader politique. Je soutiens Jean-Pierre Bemba, congolais, puni, injustement, transféré à la CPI, sans aucun soutien de son pays, dans une cabale qui démontre qu'elle en était une. Aujourd'hui, la CPI va être vraiment embarrassée parce que le procès de Jean-Pierre Bemba, c'est le procès de la honte. Le procès de Jean-Pierre Bemba, c'est un procès qui fait qu'après l'affaire Jean-Pierre Bemba, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour la CPI. Et c'est de ça qu'a peur la CPI. Ok. Mais il sortira, croyez-moi. D'accord, on va tout de suite au Parlement. Comment appréhendez-vous ce qui se passe actuellement au Parlement? Il y a quelques députés qui ont été suspendus suite à l'affaire Kitebi et Musungai, et suite à la motion de défiance contre Kitebi et Musungai. Comment appréhendez-vous cette situation? Mais déjà, vous savez, je suis un peu surpris de cette facilité qu'ont les députés, je ne dirais pas élus, parce que je considère qu'ils ne le sont pas. Beaucoup de députés à déposer des motions comme ça, à signer sur des motions et à les retirer au bout de 2-3 jours. On se demande ce qui se passe entre le moment où ils signent leur motion et le moment où ils la retirent. La plupart, ce sont ceux de l'opposition qui font ça. Oui, la plupart, ce sont ceux de l'opposition qui font ça, mais au moins, quand c'est ceux de l'opposition qui font ça, enfin, de l'opposition entre guillemets, bien sûr, quand c'est ceux de l'opposition qui font ça, ça se limite à quoi? Ça se limite à des débats, des discussions, mais aujourd'hui, c'est ceux de la majorité qui l'ont fait. Et ça s'est concrétisé par quoi? Par un pugilat. Ceux de l'opposition ne se sont jamais battus, mais ceux qui se sont battus, c'est ceux de la majorité, qui ont oublié qu'au Parlement, on est censé faire fonctionner les muscles, oui, mais les muscles de notre cerveau, et non pas le muscle de nos bras et de nos jambes, pour se taper dessus comme des chiffonniers, comme des enfants. C'est une honte pour la République. Et moi, d'ailleurs, je me dis, on les a suspendus pour un temps. En ce qui me concerne, dites-moi un peu, après les actes posés comme cela, qu'est-ce que des gens comme ça ont à faire dans un Parlement responsable? Mais souvent, on dit que les opposants ont lancé cette motion de défiance contre Kitebi pour le soutirer un peu d'argent. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira des députés de la majorité qui ont déposé la motion contre Musungai et qui l'ont retirée et qui ont fini par se battre? S'ils ont accepté de se battre, c'est pourquoi? Parce qu'ils devaient se partager. L'argent n'a pas été partagé équitablement? Je ne sais pas. Moi, madame, je vais être précis. Député de l'opposition, député de la majorité, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que je dis toujours que je ne suis pas convaincu que ce Parlement soit légitime. Il est légal, certes, mais pas légitime. Parce que je considère que tout le monde ayant reconnu que les élections s'étaient mal passées, donc beaucoup de ces parlementaires-là n'ont pas été élus réellement par le peuple. Beaucoup ne doivent leur place là qu'à leur puissance financière. On sait comment les choses se passaient. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que le peuple est en position de pouvoir demander ou exiger quoi que ce soit de ces gens-là? Ou la réponse est non, parce que c'est pas lui qui l'a élu, mais la réponse est oui aussi, parce que c'est l'argent du contribuable qui permet de les payer. Ouais. Mais maintenant, la question est de savoir, eux, à leur tour, considèrent-ils devoir quoi que ce soit à ce peuple? Pour qui? Après les élections, ils se sont rendus compte que malgré les dépenses, malgré les promesses, ils se retrouvent avec 218 voix. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire faire circuler leur espèce sonnante et trébuchante. Même au niveau de la Fékine, là, à la CENI, tout le monde le sait. Combien de personnes n'ont pas arrêté pour bourrage d'urne? C'est tous les jours qu'on est passé à la télé. La différence, c'est qu'ils étaient libres au bout de 2 jours. Il y a même eu des députés élus qui ont été même en prison. Mais pour finir, ils ont été blanchis. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'un Parlement comme celui-là? Mais alors, parlons des opposants. Que faire pour décourager ces opposants qui, le jour, sont opposants et la nuit mangent dans la casserole de la MP? Oui, mais déjà, vous posez une question à laquelle vous répondez vous-même. Vous posez la question par rapport à leur position le jour, mais vous y répondez par rapport à leur position la nuit. Mais que faire pour les décourager? Lorsqu'une personne joue à l'opposant le jour, mais en fait va manger à la casserole de la MP la nuit, peut-on parler d'un opposant? Mais non, on parle d'un infiltré.
pas d'un opposant. Je réponds à une question que vous avez posée en plateau tout à l'heure. Oui. Mais où êtes-vous? Parce que, et vous l'avez posé encore tout à l'heure, parce qu'on vous dit qu'on n'arrive pas à me situer. Mais on n'arrive pas à me situer pour la simple et bonne raison que je ne m'allie pas à ces gens-là. Ou peut-être parce que quand ça vous arrange, vous tirez la couverture d'un côté, et quand ça ne vous arrange pas... Non, mais écoutez, jusque-là, je n'ai jamais tiré la couverture à moi. De par ma carrière politique, je ne peux même pas parler de couverture. Je suis même, avec ce gouvernement et ce régime, démuni de draps, parce que je dors sans drap, en pleine nuit, dans le froid. Et je cherche à me protéger du froid. Je suis en train de chercher le meilleur moyen d'acquérir des draps et des couvertures. Mais jusque-là, je ne tire aucune couverture à moi. Comment voudriez-vous que je tire une couverture à moi, ou que j'essaie de tirer une couverture à moi en couvrant ce genre d'opposants et non pas en acceptant tout simplement un poste? Vous pensez vraiment que c'est la chose la plus difficile qui pourrait arriver? Que Daniel Monateba demande du boulot auprès de la majorité et qu'on lui refuserait un boulot? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que les compétences, je les ai. Parce qu'il y en a ceux qui attendent ce boulot depuis ça fait plus d'1 an. Mais voilà ceux qui attendent ce boulot depuis plus d'1 an, qui ont participé à ces concertations pour avoir ces boulots, parce que la participation aux concertations était la première étape pour avoir ce boulot. Mais moi, j'ai déjà refusé de participer à ces concertations. Vous m'avez parlé de dialogue, je vous ai dit, je n'irai pas non plus à un quelconque dialogue. Je vais dialoguer avec qui et pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà fait 3 ans dans le 2e mandat de Joseph Kabila. Il nous en reste 2. Mais je prends ma patience, je patiente. Mais pour ceux qui est des opposants dont vous parlez, je ne m'allie pas à eux parce que je ne considère pas que ce sont des opposants. Je ne suis pas convaincu, moi, que mettre 20 pommes pourries ensemble fera en sorte que l'une d'elles, ou que toutes les pommes cessent d'être pourries. Au contraire, en vous mêlant, vous êtes une pomme fraîche, pas pourrie, on vous mélange dans un panier de pommes pourries, vous pourrissez à votre tour. Donc, lorsque je dis que je ne veux pas m'allier à eux, ce n'est pas parce que je tirais la couverture. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est tout simplement parce que l'histoire de notre pays nous renseigne à suffisance. Vous savez, des opposants et des oppositions, de Lussora, Lussor, il y en a eu de toutes les couleurs. Mais pour finir, on se rend compte que ça tourne toujours autour des intérêts, et pour finir, ça finit toujours en eau de boudin. Trahison sur trahison, déception sur déception. Moi, en tant qu'homme averti, je me dis, je préfère mener mon chemin seul. À la tête de mon parti, avec les membres de mon parti, qui sont, je vous jure, dynamiques et déterminés, motivés. Mais il y a 10 millions de personnes à Kinshasa, pour plus ou moins 6,5 millions dans la classe active. N'est-ce pas? Ou 7 millions. Oui, à peu près. On en saura très bien lorsqu'il y aura identification de la population. Mais ça, c'est encore avec un autre... Le NIP, avec le on NIP, en parlera. Oh, c'est encore une autre magouille, ça. Mais on en parlera, ne vous en faites pas. Je ne pourrais me permettre de quitter ce plateau sans avoir eu à dire ce que j'avais à dire sur l'ONIP. Ça, c'est une chose avec laquelle on doit être extrêmement prudent. Dans son application, dans sa conception, c'est une recommandation des opposants et tout. Mais le moment, on va en reparler. Mais je disais, si sur 7 millions de personnes capables de voter ou capables d'adhérer à un parti, c'est un petit calcul que je vous fais, si nous avons 10 partis politiques très puissants, et que ces 10 partis politiques doivent se partager ces 7 millions de personnes, ça fait plus ou moins 700 000 personnes par parti. Mais dans ce cas-là, si on veut avoir la majorité, on peut prendre 6 partis et s'allier dans l'opposition. Et là, ça nous amènerait peut-être à avoir 4 200 000 personnes. Mais si le Parti socialiste parvient seul sur les 7 millions à obtenir 4 500 000 adhérents, à quoi ça me servirait à moi de m'allier avec des opposants et des partis opposants qui n'auraient même pas le même poids politique que moi et dont je ne serais même pas sûr qu'ils sont réellement dans l'opposition. C'est-à-dire que nous avons réellement les mêmes visions et les mêmes convictions. Parce que Madame Marouina, vous devez savoir une chose. Les alliances en tout genre, comme je suis en train de voir qui s'emboutiquent à tout moment ici, sont une bonne chose, comme vous le dites, quand ça est fait à bon escient, peuvent constituer une force. Mais quand ce n'est pas fait à bon escient, ça ne fait que vous affaiblir. Regardez l'UDPS de Tshisekedi à l'époque, avec Lussoral. Mais à chaque fois que les gens partaient, ça ne faisait que affaiblir l'UDPS. Mais depuis que Tshisekedi a refusé toutes ces combines et ces associations de partis, ceci, cela, l'UDPS seul a fait les scores qu'on connaît aux élections. Donc s'allier à qui que ce soit, c'est pas toujours la meilleure solution. Pardon? L'UDPS seul? L'UDPS seul, oui. Avec l'appui de 7.
Oui, mais la plus de 7, c'est encore à... Voilà, puisque nous rentrons de plein pied. La plus de 7 qui s'alignait derrière Tshisekedi, derrière la vision, la conviction. Lorsque la vision et la conviction ont été qu'il ne faut pas participer au Parlement, on nous a répété que l'opposition est plurielle. La base nous exige d'y aller. Écoutez, on n'a pas travaillé avec Tshisekedi. Okay. Les gens ont travaillé avec Tshisekedi pendant les élections. Ils n'ont pas travaillé pour Tshisekedi. Ils ont travaillé pour leur propre intérêt. Et c'est ce qui se passe encore avec le président Joseph Kabila. Beaucoup travaillent avec lui, nous le savons, même s'il n'en a toujours pas 15 valables. Mais beaucoup travaillent avec lui. Mais travaille-t-il pour lui? Non, il travaille avec lui. Mais il ne travaille pas pour lui. Chacun travaille dans ses propres intérêts. Et par rapport à ça, moi, je ne dis pas. Puisque nous parlons des élections, parlons du calendrier qu'a proposé Malou Malou. Selon lui, entre le 10 décembre et 2014, bien entendu, et le 18 janvier 2015, il y aura déjà convocation des électorats et dépôt de candidature. Est-ce que vous pensez que cela va réellement se faire, vu le délai? Ça dépend, hein, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Parce que Malou Malou a fait une proposition aussi pour le mode de scrutin. Passer du scrutin direct à un scrutin indirect. Des élections de conseillers communaux, voilà. Mais c'était sur ça qu'il tablait, disant qu'il n'y aurait pas suffisamment de moyens à tous les échelons pour procéder à des élections au suffrage direct. La première question est de savoir, ont-ils, eux, de la majorité? Parce que Malou Malou en fait partie aussi, la CENI aussi en fait partie. Mais je vous le dis. Malou Malou ne fait pas partie de la majorité. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas notre débat de toute façon. Si vous ne le savez pas, je vous en informe. Nous considérons, au Parti Socialiste, et moi-même particulièrement, vous considérez? Oui, et je m'assume. Je considère qu'il en fait partie. Et comme très souvent, les choses que j'ai eu à dire ont eu une tendance à se réaliser. Ce n'est vraiment pas là le sujet du jour. Le sujet du jour. Je comprends votre embarras, je passe donc à autre chose. Je disais qu'ils commencent entre eux d'abord, c'est-à-dire CENI, Parlement, gouvernement, à vider ce sujet-là de sa substance. Quel mode de scrutin? Parce que c'est ça la priorité. C'est sur base du mode de scrutin qu'on pourra définir les finances à injecté pour ce mode de scrutin. Il y a des projets de révision constitutionnelle qui ont été déposés au Parlement. On attend d'abord de voir la suite. Il semblerait que ça a été retiré. Je n'ai aucune information là-dessus. Alors que l'ultimatum c'était le 24, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue à Kinshasa. On n'a vu personne. Ah oui. Est-ce que cela conditionne-t-il la pluie? Quand il pleut, personne ne mange, alors on va dire comme ça. Non, c'était l'ultimatum de qui pour le 24? De l'opposition? De Fayoulou. Écoutez, je crois que Martin Fayoulou c'est un opposant aussi. Oui, c'est un grand garçon, surtout, c'est un homme adulte, c'est un intellectuel, c'est un homme doté de toutes ses facultés mentales et physiques. Il faudra lui poser la question de savoir pourquoi il n'a pas marché sous la pluie. Je n'ai donné d'ultimatum, moi, à personne. Le Parti Socialiste n'a donné d'ultimatum à personne. Je n'ai pas participé à ça. Mais c'est ce qu'on ne comprend pas au sein de l'opposition. Vous n'êtes pas unis quand il y a un mot d'ordre qui est passé. Contrairement à la famille politique du chef de l'État. Oui, mais un mot d'ordre qui a été donné où? Un mot d'ordre qui a été donné par Fayoulou avec son FAC. Fayoulou peut me donner des mots d'ordre? Non. Fayoulou consulte. C'est ça, au fait, qui fragilise l'opposition parce qu'il n'y a pas de chef de file, on va dire ça comme ça. L'opposition actuellement n'a pas besoin de chef de file, je vous le dis clairement. L'opposition a besoin de personnes qui sont convaincus et qui ont la conviction de poser des actes pour aboutir à un résultat qui est le changement. L'opposition a besoin d'hommes qui ne parlent pas un discours à 11h pour en changer à 14h et en rechanger à 15h. L'opposition a besoin de gens intègres en qui la population se reconnaît, en qui la population peut avoir confiance. Parce que quand vous êtes incapable de mettre 5, 20 000, 30 ou 40 000... Ce n'était qu'une parenthèse, messieurs, mon débat. Ce n'était qu'une parenthèse, on était dans les élections. Est-ce qu'on peut... Vous ouvrez des parenthèses qui soulèvent des points extrêmement importants et lorsque vous en prenez, je ne dis pas vous en prenez à moi, mais à raison, vous me reprochez certaines choses ou une certaine facette de l'opposition, permettez-moi non pas de me défendre, mais de me justifier parce que c'est aux téléspectateurs qu'on s'adresse. Ce que je voulais dire, c'est que la population n'a plus confiance en l'opposition. Quand on est incapable d'aligner 20 000, 30, 50 000 personnes dans la rue, c'est que quelque part, il y a un déficit de confiance.
La question de savoir comment poser des actes. Même pas 50 000 personnes. Hein. Pardon? Même pas 5 000 personnes, vous parlez de 50 000. Est-ce qu'on peut rapidement fermer cette parenthèse? Je parle de 50 000 parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le chiffre maximum que peut aligner le Parti socialiste s'il décide d'aligner les gens. Ok, puisque vous parlez du Parti socialiste et vous en êtes le numéro 1, le premier secrétaire, c'est-à-dire le numéro 1, vous faites office, ça fait office du président national, n'est-ce pas? Oui, office. Alors, le 14 juin 2015, ça sera les élections des conseillers communaux. Est-ce que le PS, le Parti socialiste, se prépare déjà? Se prépare à quoi? Aux élections? Ouais. Organisées par Malou Malou. J'ai à le dire il y a plus d'une année, nous ne participerons pas à des élections organisées par un bureau en qui nous n'avons pas confiance. Vous me direz, mais il y a des représentants de l'UDPS, de l'UNC. Ouais. Ça n'empêche. En 2011, il y avait des représentants de l'opposition. Jacques Joly pour le MLC, tel, mais pour finir, c'était pratiquement à assimiler un crime contre l'humanité. Est-ce que ce n'est pas une excuse parce que vous n'êtes pas prêt? Pas prêt à présenter des représentants communaux? Laissez-moi rire. Qu'est-ce qu'il me faut pour présenter des représentants communaux? Et pourquoi vous ne le présentez pas? Pour la simple et bonne raison que rien de nouveau sous le soleil. Je vous dis, les mêmes causes créent les mêmes effets, entraînent les mêmes effets. Où nous allons? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas prêts? Écoutez, je vais vous dire une chose. L'abbé Malou Malou, malgré le peu de crédit que je lui ai accordé, est quand même revenu à la tête de la CENI. Jusque-là, on aurait pu encore lui accorder le bénéfice du doute. Mais de manière tonitruante et tapageuse et hors de propos, l'abbé Malou Malou se permet de proposer, alors que la Constitution ne le permet pas, de proposer une modification de la loi électorale pour passer du scrutin au suffrage direct à un scrutin au suffrage indirect. Ça, c'est une proposition de l'abbé Malou Malou de la CENI, alors qu'il n'a pas à le faire. Les genres de propositions de révision constitutionnelle proviennent soit du gouvernement, soit de l'institution présidente de la République, soit du Parlement de la République. On ne parle pas de la CENI. Et puis, avec tout ce qu'il savait, lui, Malou Malou, être comme malaise au sein d'une certaine classe politique, se permettre de faire ça, il savait très bien que les gens allaient se dresser sur leur ergot, mais il l'a quand même fait. Donc, c'est-à-dire qu'il savait ce qu'il faisait. Comment voulez-vous voulez-vous que je prenne ces gens en considération et que j'accepte, moi, de participer à des élections? Croyant que je ne suis pas prêt, alors qu'il faut combien pour organiser une campagne pour les députés communaux? Mais si aujourd'hui je bats le rappel des troupes au niveau de mon parti, on ne peut pas manquer 100, 200, 300, 500 000 Ça existe depuis combien de temps, votre parti? Le parti politique, ouais. C'est un parti qui existe depuis 1987. 87. En Belgique, qui a été officialisé, légalisé en 91 ici, et je suis le 7e dirigeant de ce parti. Donc ce n'est pas un parti familial, ce n'est pas un parti que j'ai créé de toutes pièces, c'est un parti qui existait, mais que nous cherchons à redynamiser. Et vous avez des représentations à travers la République. Je disais que c'est un parti que nous commençons à redynamiser. Je viens de la province orientale, poser la question. Je suis en train d'essayer d'installer... Mais vous faites tout ça pourquoi? Dans le but de pouvoir aller un jour aux élections, n'est-ce pas? Non, d'abord dans le but de pouvoir nous retrouver partout en RDC et en Occident, parce que nous avons des représentations aux États-Unis, nous avons des représentations en Angola, nous avons des représentants en France et ailleurs. On veut bien, mais dans quel but vous faites tout ça? Le premier but, madame, c'est d'être capable de répercuter un message, c'est-à-dire le premier secrétaire dit un mot à Kinshasa, et tout le Congo est informé dans les 30 minutes qui suivent. Oui, on veut bien. Oui, mais vous devez comprendre. Et en fin de compte, c'est pour aller un jour aux élections, se présenter un jour aux élections. En fin de compte, c'est pour faire en sorte que nous puissions être assez nombreux pour dire non à l'injustice, pour dire non à ceux que nous subissons et que nous n'acceptons pas. Et ensuite, bien sûr, la politique étant là d'essayer de conquérir le pouvoir, ensuite, oui, pour aller aux élections. Mais d'abord... Mais les élections, déjà, c'est pointe à l'horizon. Quelles élections? Ça sont les élections? Ce sont les élections, ce sont des nominations, madame. En 2011, on peut parler d'élections, c'était des nominations au Parlement. Tout le monde a reconnu que les élections se sont mal passées. Moi, je ne peux pas aligner mon parti politique à des élections comme celle-là où on nous fait croire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est pour ça qu'on veut changer le mode de scrutin, mais où on vous dit quand même que pour que le peuple en décide, comme c'est lui qui avait voté la Constitution, on va retourner à un référendum. Non, on va dire, pour que le peuple on va dire comme ça que vous n'irez jamais aux élections. Nous irons aux élections lorsque nous aurons la latitude et la certitude
que les élections seront bien organisées. Oh, l'ONIP. Alors, on va parler de la révision constitutionnelle dans 3 semaines à peu près. Oui. La session parlementaire en cours prendra fin. Mais d'après vous, vous pensez qu'on pourra, d'ici là, les 3 semaines qui restent, aborder la question de la révision constitutionnelle? Ben écoutez, si réellement l'homme congolais est capable de tirer des leçons de ce qui se passe de par le monde, si réellement l'homme congolais cherche à œuvrer au mieux de ses intérêts, l'homme politique congolais bien sûr, cherche à œuvrer au mieux de ses intérêts immédiats, je ne pense pas que cette révision aura lieu. Mais si alors, quelle est la position du PS par rapport à la révision constitutionnelle? Oui. Mais la position du PS est la même, elle est claire. Nous disons que la révision constitutionnelle est inopportune actuellement. Toute constitution peut être révisée et toute constitution est révisable, mais révisable dès lors qu'il s'agit d'une révision qui sous-tend ou qui tend à aller dans le sens de l'intérêt des populations. Alors, et non pas dans le sens de l'intérêt d'une famille politique qui veut maintenir à tout prix son candidat. Vous abordez dans le même sens que l'UNC qui ne veut pas de la révision tout de suite, mais alors le PALU qui est un vieux parti à travers le continent, le deuxième vieux parti à travers le continent en dehors de l'UNC, qui dit qu'il faut faire la révision maintenant et avec tout le monde. Oui, mais vous dites bien le plus vieux parti. Vous savez, quand on prend de l'âge, parfois... C'est vieux, c'est-à-dire en termes d'expérience, je veux dire. En termes d'expérience, mais le PALU a géré le pays pendant tout un mandat ici. L'expérience du PALU a permis de développer la RDC dans quel domaine? L'expérience de la gestion est une chose et l'expérience politique en est une autre. Oui, mais écoutez, quand vous êtes Premier ministre ou quand votre parti a des postes au gouvernement, ce sont des postes de gestion que vous avez obtenus de par votre poids politique. Mais si vous êtes incapable de mettre les deux ensemble, ben alors qu'ils se limitent à leur poste, à leur niveau de consultant ou d'expert, je ne sais quoi, et qu'ils laissent les autres travailler. Moi, je dis aujourd'hui, la Constitution, la révision est inopportune. Vous dites que je m'aligne sur Kamere ou que j'abonde dans le sens de Vital Kamere. Je dirais oui, dans un sens. Mais ce que moi je dis de plus encore, c'est que non seulement la révision est inopportune, dans la mesure où la révision n'est demandée que par une famille politique, non pas pour l'intérêt des Congolais, mais pour maintenir son candidat au pouvoir. Mais plus que Kamere, j'ajoute même que de par cette obsession à réviser la Constitution, la majorité est en train de faire un aveu d'impuissance et d'incapacité et d'incompétence. Parce que lorsque vous leur posez la question de savoir pourquoi... Au fait, ce qui fâche, il paraît, c'est la tête de Kabila, ce qui fâche vraiment, c'est le fait qu'on veut chercher à déverrouiller l'article 220 qui n'est pas prononcé par ceux-là. Ils disent que c'est un procès d'intention oui, qu'on est en train d'initier contre eux. Alors, on va dire comme ça que cet article 220 sera verrouillé à vie. Oui, mais écoutez, déjà, je pense que vous avez suivi la majorité actuellement. La majorité ne s'attaque pas à l'article 220 actuellement. Ouais, mais... Elle ne s'attaque plus à l'article 220. La majorité aujourd'hui dit non, on ne va pas toucher au 220, mais nous allons toucher au 70. Que dit le 220? Mais ce 220-là pourra être verrouillé pour l'éternité. Mais le 220 pourrait être verrouillé pour l'éternité, ou pas. Les générations futures en décideront, mais moi je pense qu'actuellement c'est inopportun. Mais les générations futures, c'est maintenant qu'il faut mettre les mécanismes en place pour les générations futures. Oui, mais ce sont les mécanismes qu'on met en place lorsqu'on demande... Comment faire pour pouvoir mettre une constitution qui ne sera pas contestée? Mais il pourra rester en place pendant peut-être 200 ans. Non, on ne demande pas que la Constitution reste en place pendant 200 ans. La Constitution peut évoluer. Le problème, c'est lequel? Ce qu'on doit changer, c'est pas ce qu'on doit comprendre, c'est pas que on ne peut pas réviser. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne peut pas réviser dans les intérêts d'un groupe ou d'une personne. Et je disais, pour revenir à ce que j'allais dire, vous m'avez coupé. Là où je vais plus loin que Kamere, c'est que la majorité fait un aveu d'incompétence. Parce que la raison pour laquelle on veut déverrouiller, c'est laquelle selon la majorité? Kabila Totonio Nanoute, Kabila Posanuesilité, Kabila Désir, Kabila ceci, nous voulons encore de Kabila parce que nous voulons qu'on lui ajoute 1 ou 2 mandats encore, pour qu'il puisse finir ce qu'il avait commencé. Et les mandats qui ont été ajoutés, on va dire, par lassitude, au gouverneur, au sénateur, ça ne dérange pas. Mais ça dérange.
Et Ça on n'en dérange. parle pas. Mais ça dérange. C'est Kabila qui dérange alors qu'il est en plein mandat, il a encore 2 ans. Madame, dites-moi un peu, vous n'allez pas me dire à moi, de l'opposition, que ça ne dérange pas. Au moment où, qui est à la gestion? Mais qui on parle? Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Qui est à la tête du pays? Qui commande l'exécutif? À qui ce gouvernement obéit? De qui ce gouvernement est-il? Pas de l'opposition, c'est le gouvernement de la majorité présidentielle. Qui a... Mais si vous refusez déjà les élections de Malou Malou, comment voudriez-vous que les choses changent et que ça bouge? Je vous amène sur une base très claire. Dès lors que c'est le gouvernement qui est en charge de financer les élections à travers la CENI, dès lors que c'est le gouvernement qui est en charge de l'action public. Vous allez me demander à moi pourquoi on ne réagit pas lorsque les gouverneurs, les députés provinciaux et les sénateurs sont encore en place. Posez la question à ceux qui gèrent la République. Posez la question à ceux qui ont la charge d'organiser des élections qui auraient dû faire partie de ces gens. Mais personne n'en parle au sein de la majorité. Mais puisqu'ils tentent déjà d'organiser ces élections que vous n'êtes pas d'accord parce que Malou Malou est en tête. Non mais attendez. Les élections des députés provinciaux et consorts, c'était en 2006 si je me trompe. Mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça fait 8 ans. Vous êtes quand même d'accord qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais lorsqu'on prend le temps de bien faire pour gagner du temps, là je suis pas d'accord. Mieux vaut faire plus tard que ne jamais faire. Mais qu'il le fasse alors. Puisque vous contestez les élections de Malou Malou, vous ne voulez même pas en entendre parler. J'ai dit que le Parti socialiste ne participera pas à cette forfaiture. C'est tout. Je suis libre. La Constitution m'en donne le droit. Une fois, on va parler de la chaise vide. Je comprends pourquoi vous faites partie de l'école de Tshisekedi. Ah, ben écoutez, je fais partie de l'école de Tshisekedi, dans un sens. Mais c'est celle de la politique de la chaise vide. Qui n'a rien payé jusque-là, n'est-ce pas? Ouais. Et la politique de la chaise pleine, qu'a-t-elle payé jusqu'aujourd'hui? Oh oui. Les gens étaient en concertation. Politique de la chaise pleine, ça a payé quoi? Tshisekedi a accepté de participer aux élections en 2011, politique de la chaise pleine. Pour que les concertations payent, corruption, ça pour que les concertations payent, il faudrait qu'il y ait un gouvernement en place. Non. Parmi les résolutions, il y a déjà eu l'ONIP, il y a eu les nominations. Le gouvernement en place, c'est ça fait partie des résolutions. Mais ça, c'est des résolutions qu'ils ont prises entre concertateurs. Je n'en ai pas fait partie. Donc je me dis non concerné. Alors vous êtes partisan du dialogue alors. Si Pardon? vous n'avez pas participé aux concertations nationales, on va dire comme ça que vous êtes partisan du dialogue. Je ne suis pas partisan du dialogue. J'entends parler du dialogue. J'ai dit dialoguer de quoi et avec qui actuellement. On parle de dialogue, mais que ce ne soit pas juste une autre formule pour nous ramener à des concertations au sein desquelles chacun va aller tirer son petit strapontin. Moi, je vais être ministre de ceci. Moi, je ne suis pas demandeur d'emploi, madame. Je ne suis pas motivé par la... Je dis, nous sommes là dans la logique de la conquête du pouvoir, mais pas dans la conquête du pouvoir à tout prix. Je ne conquérais pas le pouvoir sur le sang de mes compatriotes ou sur les vies de mes compatriotes. Mais on parle du dialogue selon le format de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098. Ça vous va? Oui, là ça me va, bien sûr, parce que le format du dialogue selon Addis Abeba ne préconisait pas le pouvoir. Ok. Donc, nous allons dialoguer, trouver des solutions ensemble. Dialoguer pour expliquer à nos amis de la majorité le bien fondé du maintien de la Constitution actuelle. Dialoguer pour expliquer à nos amis de la majorité le risque qu'ils pourraient encourir à chercher à tout prix à faire le forcing pour changer la Constitution. Mais en tant qu'être humain, en tant que fils de Dieu, ne fût-ce que dans le sens d'aider notre prochain à ne pas tomber dans un ravin, nous le ferons. Mais si c'est pour autre chose, Mwananteba et le Parti socialiste n'en sommes pas partisans. Je ne suis pas demandeur d'emploi, donc tout ce que je fais, ce n'est pas pour obtenir un poste ministériel. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre non plus, je vis suffisamment bien. Un jour, Dieu aidant, dans une république mieux organisée, dans une république plus libre et plus démocratique, Mwananteba travaillera pour son pays. Mais je n'ai pas besoin de travailler pour mon pays à tout prix en étant ministre ou député ou président de la République. C'est ça. D'accord, on va parler de droits de l'homme. Après Campbell, il y a eu le rapport de Human Rights Watch qui est en train d'incriminer une fois de plus le gouvernement en ce qui concerne le rapport Opération Likofi. Alors on va dire comme ça qu'il y a un complot autour du gouvernement. Non, il n'y a pas de complot autour du gouvernement. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un complot autour du gouvernement? Si je me trompe, Human Rights Watch a épinglé le gouvernement dans son ensemble, mais il s'en prend surtout au général Kanyama, Célestin, qui était commandant de l'opération Likofi. À ce niveau-là, il y a deux approches et il y a deux compréhensions. Je ne vais pas être populiste. Je ne vais pas aller toujours dans le sens de ce que les gens attendent. Je vais être
claire et honnête. L'opération des Kofi était une opération qui était mise en place par le gouvernement de la République suite à des exactions subies par des paisibles citoyens de la part de personnages qu'on appelle communément Kuluna. Aujourd'hui, je pense que tous les Congolais, à un certain moment, à une période certes assez courte au courant de cette année, a été heureux de constater que c'en était fini avec tout cela. On pouvait se promener tranquillement sur les boulevards, on pouvait se promener dans les marchés tranquillement. N'est-ce pas une bonne chose? Pardon? N'est-ce pas une bonne chose? Mais c'était une très bonne chose. Je dis pratiquement tous les Congolais s'en sont satisfaits. Donc, je répète que l'opération des Kofi, dans sa conception, c'était une opération qui, pour moi d'ailleurs, avait été conçue et est venue un peu tard, parce que ça fait des années qu'on aurait dû mettre en place une opération comme celle-là. À ce titre-là, je crois qu'aucun pays, aucune puissance, aucune organisation n'a le droit de dénier à la RDC sa souveraineté en méthode de gestion et de lutte contre la criminalité. Là où le bas blesse maintenant, c'est que Human Rights Watch ne condamne pas par rapport à l'opération des Kofi, mais c'est les dérives qui ont pu avoir lieu pendant l'opération des Kofi. Human Rights Watch parle d'exécution sommaire, Human Watch parle d'assassinat, parle de sévices et de torture. Bon, c'est à vérifier. Moi, je crois que le gouvernement s'attelle à répondre à Human Rights Watch et à donner ses preuves. Parce que la preuve, en droit, on dit que la preuve incombe à l'accusation. C'est Human Rights Watch qui accuse. C'est à Human Rights Watch d'amener les preuves et non pas le contraire. Mais le problème, c'est que je veux rappeler juste à mes compatriotes et à notre gouvernement que lorsqu'on veut parler d'état de droit, on commence d'abord par respecter ce même droit. Que dit le droit? Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. En ce qui me concerne, je vais être clair. Je considère, moi, et je suis convaincu, qu'une grande partie de ce qu'on appelle Kuluna et consorts mérite vraiment la mort. Mais lorsque vous voulez liquider ou abattre quelqu'un, revenez en arrière et posez-vous la question, que dit votre constitution par rapport à cela? La peine de mort est-elle applicable? Laissez-moi finir, madame, c'est très important. La peine de mort est-elle applicable? Oui. Dans ce cas-là, pour arriver à appliquer la peine de mort, on doit commencer par un procès. Et le vrai problème, c'est celui-là. Il y a-t-il eu des procès au sein desquels, ou à la fin desquels, ces Kuluna, qu'on dit avoir été tués ou quoi, ont été condamnés? C'est la question que je pose. Y a-t-il réellement eu des Kuluna morts? C'est la question que je me pose. Je suppose que oui, parce que bon, nous sommes tous Congolais. Je suppose que oui, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais une chose est sûre, c'est sur ça que s'appuie Human Rights Watch et les organisations internationales, c'est-à-dire les exécutions sommaires sans procès. Et c'est à ça que doit répondre le gouvernement. Mais alors, en parlant de ces ONG de droits de l'homme, est-ce qu'on va dire comme ça que ces ONG, un instrument qu'utilise l'Occident lorsqu'il cherche noiser un gouvernement? Mais lorsque vous parlez des ONG, il n'y a pas que l'ONG, je viens de vous parler de la CPI ici. Ce sont des instruments d'asservissement. Mais le problème, c'est que lorsque vous le savez déjà, évitez de tomber dans des pièges grossiers qu'on vous tend. Les ONG, moi, tout ce que je considère et que je comprends, c'est que les ONG de droits de l'homme n'apparaissent que quand il y a des Kuluna qui sont tués ou qui sont torturés ou qui sont arrêtés, selon eux. Mais le problème, c'est que quand il y a des mamans qui se font couper la tête à Matete, je ne vois pas les droits de l'homme. Quand il y a des jeunes femmes enceintes qui rentrent à 21h après avoir été au marché, qui se font découper à la machette, on les ventre, on sort un bébé, comme ça a été le cas à la 18e rue, j'en ai été témoin. J'ai pleuré, madame. Je n'ai pas vu les ONG de droits de l'homme. Lorsque des policiers se font couper les bras, lorsque des jeunes gens se font taillader en pièces pour qu'on leur avise un téléphone qui ne coûte même pas $20, là je ne vois pas les ONG de droits de l'homme. Donc c'est-à-dire que je veux vraiment essayer de rester correct dans mes propos. Mais très franchement, les ONG, on en a besoin, d'une certaine manière, mais il ne faut pas exagérer. Les droits de l'homme, ce n'est pas les droits des criminels. Ou bien qu'elles changent leur appellation, les ONG chargées de la protection des droits des criminels, pas des droits de l'homme. Parce que ça équivaut à dire quoi? Que tous ces gens qui se font tuer, victimes des Kuluna, sont des animaux? Ce sont des hommes aussi. Où sont ces ONG quand cela se passe?
Vous savez, je ne vais pas parler dans l'intérêt du gouvernement, mais le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Je n'ai pas le choix, je suis Congolais. Et face à cela, face à l'étranger, il n'y a pas de mesquinerie. Je suis Congolais, madame, de pure souche, pure et dure. Et par rapport à cela, lorsque des ONG ou des étrangers s'attaquent à mon pays, eh bien, je vais commencer par oublier les problèmes qu'on traverse chez nous. On va se mettre ensemble pour lutter contre ces problèmes. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut continuer sur cette voie-là. Il y a des choses qu'il faut corriger, et ça même par rapport au général Kanyama, par rapport à la police, par rapport au gouvernement, dans la gestion de ces dossiers, Glikofi et Koulouna, il y a des choses qu'il faut changer, parce que tout le monde n'est pas très blanc non plus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je défendrai les populations. Je préfère défendre les gens qui ont été mutilés que de défendre les mutilateurs. D'accord, voilà d'accord. Il nous reste plus que 3 minutes. On va rapidement parler de ce qui se passe à Goma. Hier encore, il y a eu massacre, on a tué des personnes. Mais comment faire, hein, finalement? Est-ce que vous pouvez donner des pistes de solutions, parce que c'est dans le rôle aussi de l'opposition, pour pouvoir mettre fin à ces massacres? Mais écoutez, déjà, à ce que je sache, la Constitution est claire. Parce que c'est ça, on doit se référer très souvent dans ce livre sacré qu'est la Constitution. Que dit la Constitution? Le gouvernement de la République a la charge et le devoir de veiller à la protection des personnes et de leurs biens. La question de savoir ce qui se passe à Goma équivaut-il à un succès pour le gouvernement dans la défense de la sécurité des personnes et des biens? La réponse est non. Dans ce cas-là, ce qui est en train de se passer démontre l'incapacité du gouvernement. Vous me dites de faire des propositions, mais la moindre des choses, c'est que le gouvernement ne communique pas. Qu'a-t-il déjà fait qu'il n'est pas parvenu à mettre en place pour qu'on puisse l'aider? Ce que je sais, moi, on ne gère pas Béni de Kinshasa. Mais le gouvernement communique à travers Mende. Oui, mais écoutez, madame, laissez-moi rester poli. Le ministre Lambert Mende, je le vois souvent à la télévision, mais j'ai vraiment du mal de temps en temps à rester concentré et à suivre une conférence ou un point de presse jusqu'au bout. Peut-être parce que vous avez des préjugés. On va parler de Cobra Matata, qui est le chef milice de FPI, qui s'est rendu. Mais à quand la reddition de ceux du M23? Pourquoi ils ne traînent les pas? Pourquoi ils ne viennent pas à Kamina comme c'est prévu? Au-delà de pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi ça continue à bénir? Au moment où on nous a dit que les ADF Nalou étaient totalement neutralisés, FARDC et Lokamakasi, on a vu des clips vidéo à la télévision, tout va bien, mais tout va bien. Qu'est-ce qui est fait? Il y a 200 morts maintenant, 200 morts à Béni. J'y étais dernièrement. 200 morts. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'armée? Quel est le bataillon ou l'unité d'élite qu'on a mis pour protéger ces populations? Au niveau de la police, nous avons des forces spéciales de la police qui sont formées en Angola, partout. On voit des images quand ils sont en train de se battre, faire des démonstrations, mais qu'ils aillent là-bas à Béni. Mais c'est même un 23 qui était attendu pour la déclaration, pour la réunion de la déclaration de Nairobi. Ils n'étaient pas là. Ça n'a rien à voir avec les FARDC. Ça n'a rien à voir avec les FARDC, mais est-ce que ce sont les mêmes M23 qui massacrent à Béni? Vous m'avez parlé des massacres à Béni, si je me trompe. Je vous ai parlé de massacres à Béni, ensuite je vous parlais de Cobra Matata qui s'est rendu. Mais par contre, les M23 ne parviennent pas à rejoindre Kamina comme c'était prévu. Oui, mais est-ce que c'est parce que le gouvernement ne le veut pas, ou c'est parce qu'eux-mêmes ne le veulent pas? Et pourquoi ils ne voudraient pas? C'est la question qu'il faudra poser et au M23 et à François Mamba. Mais je crois que François Mamba y a déjà répondu. Et franchement, madame Wawina, après ce que nous avons vécu dans ce pays, de par le fait du M23, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas un groupuscule comme le M23 que je pourrais accorder la moindre parcelle du bénéfice du doute. Alors, puisque vous parlez de François Mamba, on est à la fin. Que pensez-vous de ce mécanisme de suivi? Est-ce qu'ils font bien leur travail? Je n'en pense rien. Mécanisme de suivi, ils suivent quoi? Je ne sais pas s'ils suivent leurs rêves ou... Ils suivent l'accord d'Addis Abeba, les mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Mais apparemment l'accord d'Addis Abeba court beaucoup plus vite qu'eux parce qu'ils n'arrivent toujours pas à le rattraper. Ils n'arrivent toujours pas à nous dire... On va retenir comme ça qu'ils ne font pas bien leur travail. Qu'ils ne font pas bien leur travail? Bon, pour ne pas faire bien quelque chose, il faudrait commencer par le faire. Ils ne font pas du tout alors? Mais non. Monsieur Mwanantiba, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, madame Wawina. C'était un plaisir d'être torturé sur votre plateau.
Mais quelle douce sortie. Ça. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et je prends ça pour un compliment. Et je vous remercie aussi d'avoir été des nôtres et surtout pour votre fidélité à ce programme qui reviendra demain à 7h30, mais également le jeudi à 23h. Le prochain avec un nouvel invité, c'est le mardi à 20h30. Restez avec nous sur B1 et très belle semaine à vous toutes et à tous, bien sûr.